Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Avec un album de 25 chansons où vous évoquez votre belle jeunesse, vous nous offrez un bain de jouvence et comme toujours à votre façon, c'est-à-dire sans vous faire mousser. Bonjour Salvatore Adamo. Bonjour Jacques, bonjour à toutes et à tous. Quelle joie de vous retrouver parce que entre deux tournées autour du monde, vous avez trouvé le chemin de Sud Radio pour ce nouvel album qu'on va évoquer, qui sort le 14 novembre. Mais comment vous faites pour être toujours autour du monde à chanter sur scène ? Mais parce que c'est devenu ma façon de vivre à la longue. Oui. C'est ce que j'ai dit dans l'une ou l'autre interview. C'est que j'ai la chance, le bonheur de vivre en faisant ce que j'aime, en vivant. Et je le souhaite à tout le monde, voilà. Il y avait une formule de Charles Trenet qui disait quand on a rêvé sa vie, il faut vivre son rêve. Ah, c'est très beau. Ça vous correspond exactement. Et il y a beaucoup de ça, oui, en effet, oui. Alors, j'ai trouvé des dates clés de votre parcours et surtout j'ai trouvé une date que personne ne connaît à mon sens, car vous êtes officiellement né le 1er novembre, alors que vous êtes né le 31 octobre. Oui. Mon père, ayant considéré que, à tort, que le 1er novembre était la fête des morts, et il y a beaucoup de gens qui croient ça, oui. Alors que moi qui étais enfant de cœur, je sais que le 1er novembre, la messe, le prêtre était habillé en clair, en or, si je veux, et le 2 novembre. Donc mon père m'a déclaré à la commune le 31 octobre, alors que je suis né la nuit du 31 au 1er. Mais logiquement, pour être très précis, c'était le 1er novembre. Voilà. Donc vous êtes beaucoup plus jeune qu'on l'imagine encore. Bon, un jour, ça compte dans une vie. Exactement. Alors cet album, justement, évoque votre enfance, et il y a une des chansons qui le symbolise. Qu'ai-je donc fait de mon enfance ? Qu'ai-je donc fait de mon enfance ? Avais-je perdu l'imaginaire ? Avais-je trahi l'innocence ? Étais-je retombé sur terre ? Votre enfance, elle a démarré à Comiso en Sicile, qui est en fait un village qui remonte à l'époque romaine, puisqu'on a trouvé des vestiges de l'époque romaine à Comiso. Mais toute la région, comme ça, sur les plages, on trouve encore des amphores. Bon, certaines ont peut-être été rajoutées par des gens rusés. Mais oui, on a vécu cette période. Et la Sicile, puisque vous l'évoquez, ça fait près de 7 ans que je n'y suis pas allé. Et elle me manque, et il faut que j'y aille passer une semaine à mon retour du Chili ou au printemps prochain. Parce que c'est vrai que l'été, il fait très 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 chaud, donc j'hésite à y aller en plein été. Et le reste du temps, je chante encore pas mal, ouais. Je crois. En fréquence, je veux dire. Et d'ailleurs, je crois que vous êtes citoyen d'honneur de Comiso. Oui, je suis citoyen d'honneur de Comiso et de Jemappes où j'ai vécu, et de Mons, qui est devenu maintenant plusieurs villages de la région de Mons sont réunis en Grand Mons. Et je crois que votre premier cachet date du jour de votre naissance. Votre grand-père vous a offert un billet de banque. Ah, il m'a mis un billet, en effet, dans ma main. C'est ma maman qui me l'a raconté. Mon grand-père maternel. Oui. C'est un gros billet, en plus, presque plus grand que vous. Oui, à l'époque, c'était presque des feuilles de journal, les lyres italiennes. Et la seule image de cette enfance que vous conservez, je crois, c'est le départ de votre père avec une grosse valise en carton quand il va essayer de trouver du travail en Belgique. Oui, en effet, ma mère et moi l'avions accompagné à la gare de Comiso, et mon père donc nous a précédés de 6 ou 7 mois, le temps bien sûr de commencer à travailler, mais de trouver un logement pour ma mère et moi. Oui. Et en fait, on pense que j'ai toujours vécu à Jemappes. Il y a eu une parenthèse de 6 mois à Glun. Exactement. Contigu à Jemappes. Exactement. Et le quartier où nous habitions, à Glun, il y a peut-être un petit signe du destin, s'appelle toujours le Petit Paris. Exactement. Vous le saviez, ça ? Oui, je le savais aussi. J'allais vous poser la question. J'allais vous le raconter. Non, mais je sais aussi que le voyage en train et en bateau qui vous a conduit en Belgique a failli mal tourner à Milan. Exact. En fait, c'était la cohue, et j'ai gardé cette angoisse en moi qui a dû durer quelques minutes. J'ai perdu la main de ma mère et de mon père, et je me suis retrouvé seul,
je devais avoir, je sais pas moi, 80 cm de haut, entouré d'adultes qui couraient dans tous les sens, et je voyais plus mon père et ma mère. Et ça m'a marqué. Je ressens encore cette angoisse de temps en temps. Ça s'est arrangé tout de suite, ils vous ont retrouvé. Oui, ils m'ont retrouvé. Et puis d'ailleurs, ils m'ont aidé à venir jusqu'ici, jusqu'à Paris. Je crois, oui. Dans les années 60. Il se trouve aussi que, je crois que la première maison que vous occupez, c'était des anciens camps de prisonniers allemands, Salvatore Adamo. C'était vous êtes gentil en disant maison, c'était des baraquements en bois et en tôle. Oui, et on se posait la question, les prisonniers allemands, ils étaient punis de quelque chose. Mais nous, qu'aurions-nous fait de travers pour être punis? Exactement. Parce qu'il n'y avait pas de chauffage. Mais, encore une fois, grâce à l'amour de mes parents, j'en ai pas souffert. J'en ai pas souffert, pourvu que j'avais la main de l'un d'un côté et la main de l'autre. Et votre père travaille à l'époque à la mine au Puy 28. Oui. Et puis après, il va arrêter parce qu'il a mal au dos. Je crois qu'il va fabriquer des tubes. C'est-à-dire, il a eu un accident et il a eu un gros problème au dos. Il est resté 2 ans sans travailler, puis il a repris du travail. Prédestination à l'usine à tubes. Extraordinaire. Je m'appelle. Et quand on voit les images d'un film La Belle Américaine que vous connaissez certainement, Robert Derry travaille dans une usine à tubes avant de récupérer la voiture américaine de ses rêves. Oui, je m'en souviens aussi. Je fais un lien parce que finalement votre père a eu aussi beaucoup de chance. Il a gagné une somme rondelette pour l'époque grâce à un pari. Grâce à des paris de football. Pronostics de football. Oui. Les pronostics... Prior. Prior, oui. Les biscottes Prior. Il fallait trouver 12 résultats. Enfin, il fallait cocher match nul, victoire à domicile ou victoire à l'extérieur. Et cette fois-là, personne n'avait trouvé les 12. Et ceux qui en avaient trouvé 11 ont gagné le premier prix. Et mon père a gagné l'équivalent de 10 000... Oui. Avec l'érosion monétaire, 10 000, 15 000 euros d'aujourd'hui. C'est fabuleux quand même pour votre famille. Mais à l'époque, c'était Byzance tout de suite. Là. C'est là où vous avez changé de maison, justement. Oui. De logement. Oui, c'est-à-dire, après les baraquements, on avait quand même eu une maison en briques, quai des Otages, le long du canal. Je me souviens de toutes mes adresses. Et ensuite, nous sommes allés avenue Wilson. 886 à Jemappes. Une adresse mythique aujourd'hui. Alors il se trouve que vous aimez le football, vous aimez le Diable Rouge, et vous auriez pu devenir un footballeur jusqu'à 18 ans. Vous étiez ailier droit, je crois, Salvatore. J'étais ailier droit, numéro 7. J'avais une certaine vitesse, je driblais pas mal. Mais je n'envisageais pas de le faire professionnellement. Ça aurait été le dimanche, en plus d'un autre métier, peut-être professeur de langue germanique. Oui, parce que la chanson, vous ne pensiez pas pouvoir chanter à cause de votre voix. Je crois que ça a mal commencé par un renvoi de la chorale. Oui, monsieur le curé, Jules Langrand, je me souviens de son nom, mais avec sympathie, parce que à part le fait que il avait considéré que ma voix n'était pas celle d'un ange comme celle de mes petits copains, et qu'il m'avait dit qu'il valait mieux que je fasse autre chose. Je ne sais même pas s'il a vécu jusqu'à ce que je me fasse connaître. Je ne pense pas, je pense qu'il était parti avant. Et puis, il y a eu aussi le patronage, où vous avez eu quelques problèmes en interprétant cette chanson. Les mains des petites femmes sont admirables, et toutes semblables comme les oiseaux. Ils ont chanté la petite Mayol, les mains de femmes, les papereaux. Mayol, qui a été le maître de Rému, de Maurice Chevalier, de beaucoup d'autres, chantait les mains de femmes au patronage. Oui, attendez, Jacques, il y avait rien de choquant. Non. C'est juste que j'avais 11 ans ou 12 ans. Oui. Mais enfin, c'est très éthéré, voilà, c'est suggéré, mais je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Donc, il n'y avait pas de malice. Non, mais la malice... Mais on m'a quand même mis... Enfin, on m'a disqualifié de ce concours-là. Voilà. Alors, la chanson, c'était dans la famille, les chansons italiennes, je crois, tous les soirs. Oui. Mais vous préfériez quelqu'un d'autre avec qui vous avez chanté? Je me suis fait tourner devant une poupée qui ferme les yeux quand on me touche. Je me suis fait tourner devant une poupée qui fait maman quand on me touche. Quand on revoit
pourquoi cette séquence à la télévision, Salvatore? C'est le document que je préfère de tout ce que j'ai pu vivre, être accompagné vocalement et à la guitare par Brassens, et surtout le fait qu'il m'avait accepté dans son cercle d'amis, que j'ai eu la chance de l'avoir chez nous. Voilà, ça reste toujours un modèle pour moi de talent, ça tout le monde le sait, mais de modestie, d'humilité, c'est incroyable. Ah, complètement. La seule fois où je l'ai rencontré, j'ai jamais eu quelqu'un d'aussi timide, presque gêné d'être une vedette. C'est très curieux. Il y avait de ça. Et la célébrité, non pas qu'elle lui pesait, mais il savait pas comment la prendre. Et il avait réussi quand même à mettre des limites, à livrer aux médias sa vie privée. Donc il avait bien protégé sa vie privée, oui. Et il a eu raison. Et je crois que vous aviez une très belle guitare dans cette séquence, mais que votre première guitare, c'était le manche d'une brosse. Oui. Et il y a 3 ans, j'ai chanté au Chili, et un jour de relâche, dans la même salle où je chantais, le Caupolicán, il y avait un spectacle sur Elvis Presley. Je fais pas une digression, vous allez voir. Et c'était magnifique, il y avait un orchestre symphonique, et ils avaient récupéré l'image d'Elvis et sa voix. Et je me suis rendu compte que Elvis est une des plus belles voix de tous les temps. Il pouvait tout chanter, la variété, le rock et même du classique. Et après, j'ai pu voir sa veuve, Priscilla, et je lui ai raconté ce que vous alliez raconter. Je lui ai dit, et ça l'a beaucoup amusé, que je devais tout à un trio improbable, ma mère, mon grand-père et Elvis Presley. Parce que ma mère m'avait surpris, en effet, comme vous le dites, avec une brosse en guise de guitare devant un miroir, en train d'imiter Elvis Presley. Et elle a écrit à son papa, donc à mon grand-père, qui m'a envoyé 2 mois après une guitare, qui était à la base de tout ce que j'ai fait après. Et il y a aussi une autre date importante dans votre parcours, c'est le 9 avril 1961. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Salvatore Adamo. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Salvatore Adamo. Nous parlerons de cet nouvel album, on en parle d'ailleurs de ce nouvel album Ma belle jeunesse, qui pourrait être une jeunesse éternelle, ça pourrait compléter le titre. Et on va évoquer cet album et des dates comme d'habitude dans les clés d'une vie. 9 avril 1960, vous ne l'avez pas oublié, parce que je crois que c'est votre premier triomphe avec cette chanson. Si j'osais te parler comme à une maman, si j'osais te confier mes rêves d'adolescent. Chanson qui vous a permis de remporter votre premier prix, le concours de Radio Luxembourg. Oui, là c'était le disque, oui. Parce que pour le concours lui-même, j'avais juste ma petite guitare, et je ne peux pas m'empêcher d'évoquer la mémoire de François Sadlar, parce que à quoi tient une vie? La mienne, finalement, elle a tenu à l'audace de François Sadlar, qui, alors que ses collègues du jury de la présélection m'avaient écarté, François Sadlar a dit à ses collègues, ce jeune homme, j'avais 16 ans, a quelque chose, nous devrions le repêcher. Et le soir, je lui ai fait plaisir et j'ai réalisé un rêve, j'ai gagné. J'ai gagné la première éliminatoire en Belgique, à Mons. Exactement. Alors que la finale a eu lieu, donc, quelques mois plus tard, à la salle Métropole à Saint-Ouen. Exactement. Et François Sadlar était le monsieur tiroir du kit ou double de Zappimax. Oui. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que il indiquait l'argent et il remettait aux gagnants l'argent en billets de banque directement sur le plateau. Oui. Ce qu'on peut pas imaginer aujourd'hui. Oui. Alors, il se trouve que ce concours, en plus, ce soir-là, je crois, votre guitare est désaccordée. Je crois qu'il y a une corde qui a cassé. Peut-être pas à la finale, mais il y a une des éliminatoires, parce que, en fait, ça a commencé à Mons, puis il y a eu 16e de finale, Pantin, Saint-Denis, Thiers, et finalement Saint-Ouen. Exactement. Et sous le chapiteau de Grand Cirque de France, oui. Qui était en fait, Radio Luxembourg avait créé ce chapiteau pour faire une tournée de Ben-Hur qu'on proposait dans les grandes salles de spectacle de France.
Après les crochets. Après les crochets. Après les crochets, La soirée se terminait par Bénure. C'était présenté par Marcel Faure. Oui. Il y avait aussi Lucien Jeunesse. Voilà, je me Et il y souviens avait Alexis Grust qui avait le du cirque. Oui. Voilà. Oui, c'est des souvenirs qui sont encore dans votre mémoire. Bien sûr. Alors, c'est vrai que ça a été compliqué de s'inscrire à ce concours. C'est la suite d'une logique qui a commencé à 12 ans, je crois, par un concours où vous avez gagné 2 kilos de chocolat. Oui, en fait, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis passé devant la Grand Place et j'ai vu qu'il y avait un attroupement et un podium. Et je suis resté quelques minutes et j'ai vu que des gens se présentaient pour chanter. Mais il n'y a pas d'orchestre, oui. Juste a cappella. Et je sais pas ce qui m'a poussé. J'ai gravi les 5 ou 6 marches et j'ai chanté L'amour est un bouquet de violettes de Luis Mariano. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus doux que ses fleurets. J'ai rencontré une fois Luis Mariano. Je crois que c'était à Nantes. Il avait chanté la veille. Et moi, je chantais ce jour-là. Et on s'est retrouvés au restaurant. Et c'était un monsieur d'une bonté et d'une modestie extraordinaire. Et si vous me le permettez, oui. Je vais vous raconter une anecdote que lui-même m'a racontée. Je peux. Oh, bien sûr, au contraire. Donc, comme on a sympathisé tout de suite, on s'est raconté des blagues. Et lui m'a dit qu'après un concert, un couple lui a demandé s'il voulait bien prendre un verre chez eux. Et lui, il a dit, mais écoutez, je suis un peu... Mais non, mais juste un verre. Et donc, il accepte. Et il se retrouve dans un appartement. Et à un moment donné, la dame lui dit, vous allez bien nous en chanter une. Mais madame, j'ai chanté pendant 2 heures. Oui, mais on a une petite. Et puis, madame, il est 2 heures du matin. Les voisins, ben justement, les voisins, ça leur apprendra avec leur chien qui aboie toute la nuit. C'est extraordinaire. Et pourtant, il n'était pas cabot. Alors, bien retombé. Alors, il se trouve qu'en plus, tous ces concours, vous les évoquez dans une chanson de ce nouvel album. Des chansons qui chantent, qui font la 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 la. Des chansons insouciantes qui m'emmènent au cinéma. Oui, car au départ, vous chantiez les chansons des autres, Salvatore, avant de vous y mettre à écrire des paroles et des musiques. Oui, avec 2 copains à Jemap, Freddy Coquillard et Michel Dufour. On aimait beaucoup les Everly Brothers et on essayait de s'imprégner de leurs chansons à plusieurs voix. Après, je les ai perdus de vue, mais voilà, au début, et même un des premiers... Le deuxième concours de chant auquel j'ai participé, c'est avec un autre ami, Carlo Pazin, qui a fait des disques sous le nom de Pierre Marini. Ça, vous ne saviez pas. Non, ça, je ne sais pas. Voilà, je vous ai vu. Oui, et moi, je sais aussi que votre premier article dans un journal, vous le devez à un de ces concours, je crois, à Liège, Radio Liège. Oui, c'est vrai, oui. Oui, j'étais allé avec une bande faire écouter certaines chansons à Radio Liège. C'était Radio Liège, oui, et il y avait un reporter. Et d'ailleurs, oui, ce sont souvent des chansons que vous n'avez jamais enregistrées. Je crois qu'à ce concours, vous avez chanté Le Collégien, dont on ne trouve nulle trace. Mais moi non plus, je l'ai vaguement dans la tête, une strophe ou deux. Mais c'était à Mons, dans un cinéma, oui, en face de la gare. Et il faut savoir qu'à cette époque, votre père, qui n'imaginait pas que vous soyez chanteur, commence vraiment à croire en vous, Salvatore Adamo. Oui, à tel point que grâce au crochet radiophonique que j'avais gagné, un producteur m'avait contacté, mais tout ce qui l'intéressait, c'était que ma voix ressemblait un peu à celle de Rocco Granata, qui avait eu un tube mondial avec Marina. Marina. Et donc, quelques semaines après que le concours ait été diffusé, il vient me voir chez moi. Il me dit, est-ce que vous avez des chansons en italien? Non, j'en ai pas. Ah, mais moi, il faut que ce soit en italien, sinon ça ne m'intéresse pas. Donc je lui ai demandé un mois et j'ai écrit 2 chansons en italien. Perché se pensi a me, qui s'est vendu à 537 exemplaires grâce au disquaire Monsieur Donfu. Puis j'en ai fait un second, un troisième, un quatrième et ça ne marchait pas. Et donc,
Alors que mon père, au départ, était contre le fait que je néglige les études pour la chanson, j'ai dit à mon père que je retournais aux études. Et là, mon père m'a sidéré. Non, maintenant je sais ce que tu dois faire. Et c'est lui qui allait frapper à la bonne porte chez Gramophone EMI et qui a eu l'idée, avec le disquaire Monsieur Donfé, donc, d'aller mettre mon disque dans les jukebox de la région. Et à l'époque, chaque jukebox avait le rayonnement d'une petite radio locale. Oui. Et ça a démarré comme ça. Les gens ont entendu le disque dans les jukebox et l'ont réclamé en radio. Et c'est parti comme ça. Ce qui est extraordinaire, je crois qu'un professeur de français avait remarqué votre talent en poésie, c'est que vous écriviez déjà les textes d'aujourd'hui. Si j'osais, c'est un texte qui pourrait encore être chanté aujourd'hui. Oui, si j'avais eu 16 ans aujourd'hui. Oui, mais il y a quand même une candeur que j'assume complètement. Mais oui, mais l'écriture était déjà là, grâce à ce professeur, donc Monsieur Vermeulen. Voilà, qui lui-même avait écrit des poèmes. Un recueil de poèmes. Atome d'espérance. Tout ça reste gravé dans ma mémoire. Alors le problème, ça a été les radios, parce qu'au début, personne ne voulait de vous dans les radios. On savait pas si vous étiez un homme ou une femme quand on écoutait. Oui, la voix androgyne. Oui. Mais à ma défense, le jour où j'ai enregistré les premières chansons, j'ai été enrhumé. Donc la voix était plus nasillarde et j'avais pas l'autorité et la célébrité pour demander une autre date. Donc j'ai chanté dans l'état dans lequel je me trouvais. Voilà. Et c'est vrai que c'était très nasillard. Mais d'ailleurs, je crois qu'un disque qui est passé à la radio, au bout de 15 secondes ou 20 secondes, l'animateur a arrêté. Qui est devenu un ami plus tard, c'était Jean-Claude Ménessier. Il s'est qui travaillait à je crois. RTBF en Belgique. Vous savez aussi chanter à cette époque-là, devenir journaliste, à faire de la communication, si la chanson ne marchait pas. Oui, en fin d'études, j'étais à Saint-Luc à Tournai, où Danny Boone est allé aussi, et Albin de la Simone aussi, j'ai appris ça. C'est une école qui m'a ouvert l'esprit, vraiment sur une certaine légèreté. Et justement, à propos de journalisme, là aussi, ça a eu une influence sur mon parcours, puisque le jour où je devais enregistrer Sans toi mamie, j'avais examen de journalisme. Et donc, le préfet, parce que le directeur chez nous en Belgique s'appelait le préfet des études. J'étais allé le trouver. Lui, c'est un mélomane, ancien prix de Rome de piano. Je lui ai dit, écoutez, j'ai un problème, c'est que je dois aller enregistrer un disque, mon 5e disque, et en même temps il y a l'examen de journalisme et que fais-je? Il me dit, allez enregistrer votre disque et vous passerez votre examen à votre retour. Et donc moi de bonne foi, je suis allé enregistrer et au retour j'ai demandé au professeur de journalisme de me faire passer l'examen et il m'a dit mais vous avez 0. Mais en fait j'avais l'accord du préfet, mais non, vous avez 0. Et ça m'a révolté. J'ai laissé tomber les études sans savoir ce que j'allais faire. Et cette chanson que j'avais enregistrée avec 3 musiciens, une basse, une batterie et une guitare, pour laquelle on m'avait promis qu'on rajouterait des cordes et des violons. Donc je me suis retrouvé chez moi à attendre que le disque sorte avec les cordes et les violons. Et quand il est sorti un mois après, il était tel que je l'avais laissé. Il n'y avait rien de rajouté. J'étais désespéré. Je ne savais pas ce que j'allais faire. J'allais commencer à chercher un boulot en dehors de la musique. Et le miracle, c'est que cette chanson-là, Sans toi mamie, a été mon premier gros succès. En Belgique, il est resté 6 mois en tête des hit parades. Et c'est ce qui m'a ouvert les portes du Japon. Avant tombe la neige. On va en parler, mais voilà. effectivement, ce 0 a été remplacé par d'autres notes de musique, bien préférables. Et on va faire un gros son en avant en évoquant le 2 janvier 2007. À tout de suite sur Sud Radio avec Salvatore Adamo. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, un éternel jeune homme est mon invité, Salvatore Adamo, pour cet album. Et mon interlocuteur, il n'a pas changé. Tout n'a pas changé. Oh, ça vous irait très bien. Je t'ai tutoyé, mais dans la vie on se tutoie. Ouais. Évidemment. Alors, cet album, c'est Ma belle jeunesse, mais j'évoque la date du 2 janvier 2007 qui vous intrigue. C'est le jour de la sortie de ce duo. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge.
cet éclat qui vole, autant n'emporterait le vent. Mais je dois me farcir sa belle gueule de Don Juan toute la journée sur mon écran. Un morceau d'anthologie avec Olivia Ruiz, que vous aviez repéré d'ailleurs et qui ne voulait pas enregistrer avec vous au départ, qui hésitait. Oh, elle hésitait un peu, comme chacun ou chacune l'aurait fait. Hein. Oui. Il y avait un écart de génération quand même. Mais on s'était vu plusieurs fois sur des plateaux et on avait vraiment sympathisé, si j'ose dire. Et voilà, quand elle a su le thème de la chanson et l'humour que j'essayais d'y mettre, elle a accroché tout de suite. Et elle y a mis une gouaille. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu le faire. Elle est exceptionnelle dans cette chanson. Et pourquoi Georges Clooney, justement? Pourquoi Georges Clooney? Parce que, figurez-vous, qu'un jour après un concert, j'ai reçu un couple dans ma loge. Et la dame commence à me dire, je dis ça en toute modestie, que sa maison était tapissée de mes posters et tout. Et je vois la tête du mari, comme il faisait, excusez-moi le terme, il faisait un peu la gueule. Et ils sont sortis, et je me suis dit, mais ça serait un bon thème pour une chanson, mais je ne peux pas me l'attribuer. Donc, je me suis souvenu que mon épouse, Nicole, était une grande fan de Georges Clooney, qu'elle regardait Urgence, c'était un rendez-vous à ne pas manquer, quoi. Et donc, je l'ai transposé à Georges Clooney. Mais elle va mieux à Georges Clooney qu'à moi. En tout cas, Georges Clooney, il y a toujours une chose étonnante, c'est que vous savez, il y avait un cochon baptisé Max qui ne le quittait pas pendant des années. Et j'imagine ce cochon dormait dans sa chambre, parfois sur son lit. Donc donc j'imaginais sa vie amoureuse. Et je comprends qu'il ait attendu la mort de ce cochon pour se marier. Moi, avec notre chien Tom, dans notre maison de vacances, il dort au pied du lit et subrepticement, on le retrouve toujours entre nous deux. C'est curieux. Et il lui est même arrivé de me pousser hors du lit avec la tête. Ouais. Je connais ça. Alors, il se trouve que ce duo, c'était le premier parce qu'après, il y a eu le Bal des Jambiens qui a été aussi un événement parce que ça a été pour vous, Salvatore Adamo, la transmission à une nouvelle génération. Moi, je prendrais ça plutôt dans l'autre sens. Plutôt que transmission, pour moi, je me demandais à quelle famille de chanteurs je pouvais prétendre appartenir. Et ça m'a fait plaisir, parce que ce n'est pas moi qui ai appelé mes petits copains, mes collègues, jamais j'aurais osé. C'est le directeur de la maison de disques de l'époque, Alain, donc... et quand il m'a annoncé, au fur et à mesure, les noms qu'il avait acceptés, j'étais aux anges parce que, voilà, il y avait quand même Souchon, il y avait Woolsey, il y avait Raphaël, il y avait Benabar, j'en passe, il y avait Olivia Ruiz, il y avait Morane, il y avait Juliette. Donc, je me suis trouvé avec des artisans de la chanson. Voilà. Et il se trouve d'ailleurs que dans ce nouvel album, il y a aussi un duo avec Axel Red. Entre toi et moi, il y a un fil de soie qui nous relie corps et âme. Et où que je sois, je suis avec toi. Dès que mon être te réclame, il y a les larmes et les rires et le bien que nous faisons. Il y a nos secrets, nos délires. Il y a nos rêves à l'unisson. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces liens qui vous unissent, ce sont des liens de voisinage au départ. Elle habite pas loin de chez vous? Oui, on s'est vu sur des plateaux et puis d'un coup, elle est venue s'installer. J'étais là avant elle, oui. Elle est venue s'installer à 1,5 km de chez moi et on s'est retrouvés chez elle, chez moi et on est devenus amis. Et il fallait que ça se termine par un duo, voilà. C'était aussi simple que ça. Et j'adore la façon dont elle l'a interprété, vraiment. Je le dis sans flagornerie. Alors, merci Axel. Retour en arrière, justement, avec ce Sans toi, mamie, qu'on va se remettre dans l'oreille. Sans toi, mamie, le temps est si lourd. Les heures et les jours sombres sans espoir. Sans toi, mamie.
Et vous avez compris pourquoi, à partir de ce moment-là, ça a marché? Il y a une raison, Salvatore Adamo? Non. Non. Non, je trouve que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée professionnellement, mais je ne sais pas pourquoi cette chanson-là, à ce moment-là, avec cet arrangement très minimaliste, bon, peut-être que c'est ça la raison, que l'émotion passait peut-être plus parce qu'il n'y avait pas le grand orchestre, mais après... J'ai eu des arrangements fabuleux avec Oscar Sintal, Alain Goraguer. J'ai eu des très bons arrangeurs. Et là, sur mon dernier album, il y a Fabrice Ravel-Chapuis, il y a Clément Ducol quand même qui a eu un Oscar. Voilà. Non, mais Emilia Pérez. Ouais. Moi, je me souviens de cette chanson qui m'avait frappé. J'avais des jeunes oreilles à l'époque. Et c'est vrai que vous tranchiez avec l'air du temps, avec les yéyés, et que c'était un souffle de bonheur, de tranquillité, d'air pur et de poésie qui manquait un petit peu. Ça me touche que vous le disiez comme ça. Mais moi, je peux pas m'en rendre compte. Moi, j'étais moi-même, j'avais pas de recul sur moi-même, quoi. Et après, plus tard, je m'en suis voulu d'avoir eu un complexe à cause de ma voix, même aux études. À un moment donné, on avait des cours mixtes et j'osais pas lever le doigt pour répondre parce que on se moquait un peu de ma voix. Ouais. Ça s'est arrangé. Et puis je crois que votre premier Olympia, vous passez en vedette américaine. Premier Olympia, en première partie, mais en anglaise de Cliff Richard. Et c'était terrible parce que tous les chanteurs de la première partie se sont fait jeter. Le public ne voulait entendre que Cliff Richard et les Shadows. Et moi, j'ai juste pu chanter mes 3 chansons. Et je m'en suis pas trop mal tiré. Mais c'était une terreur quand j'ai vu mes collègues avant moi se faire sortir. Imaginez dans quel état d'esprit je pouvais être. Ouais. Oui, mais ça s'est arrangé ensuite, puisqu'il y a eu un autre spectacle avec Petula Clark. Petula Clark ensuite, en américaine. En américaine. Ouais. Et je crois que d'ailleurs en ouverture, il y avait Pierre Perret qui oui, voilà. Pierre Perret. On a fait la tournée de Dalida. On n'est pas passé à l'Olympia ensemble. Mais au nord de Paris, où je commençais à être connaître, c'est moi qui passais en américaine. Et au sud de Paris, c'était l'inverse, c'était Pierre Perret et moi en anglaise, oui. Mais on a fait une belle tournée avec Dalida, en effet. Et puis ça a été la consécration avec le premier soir à l'Olympia, qui a ouvert une voie royale à 60 années de succès quasiment ininterrompu, ce que vous ne pouviez pas imaginer à l'époque. Mais moi, et encore aujourd'hui, j'étais sur l'instant, je me disais, je profite de ce concert, de cette tournée, c'est peut-être la dernière, ce disque, c'est peut-être la dernière, et comme ça, de doute en doute, et puis d'émerveillement en émerveillement, je suis arrivé aujourd'hui et vous êtes 62 ans. Et vous êtes, exactement. Et vous êtes considéré au Japon comme un dieu vivant, à tel point que Tombe la neige est considéré là-bas comme une chanson folklorique. Mais Jacques, je vais mettre quelques bémols. Ça fait une quinzaine d'années que je suis pas allé au Japon. J'ai eu des années où on parlait beaucoup de moi. Après, 30 ans après, les jeunes connaissaient Tombe la neige et Santo Mami et Mauvais garçon. C'est une autre chanson qui a marché très fort. Mais pas forcément le chanteur, ils sont passés à autre chose. Je le dis sans aucune amertume, au contraire, j'ai vécu des moments extraordinaires que je n'oublie pas. Mais là, j'espère y aller pour faire mes adieux, de vrais adieux au Japon. Oui, le plus tard possible. Alors la chanteuse Fubuki Koshi, c'est ça? Koshiji, oui. Et qui était considérée comme la reine de la chanson. Oui. Elle a également interprété un autre titre et je ne le savais pas. Mes mains sur tes hanches. Les mains sur tes hanches en japonais, c'est quand même extraordinaire. Écoutez, j'ai une anecdote. Malheureusement, lors d'une tournée au Japon, elle est décédée. Et je suis allé à ses obsèques. Et moi, j'avais la mine que je considérais de circonstance, j'étais sérieux.
tous les Japonais étaient souriants et tout. Et puis quand on transporte le cercueil, qu'est-ce qu'on joue? Mes mains sur tes hanches. Je savais pas comment me tenir. Et voilà, ils ont une autre conception d'une certaine vie après la mort. Et elle est partie dans la joie de ses fans. C'est fou, hein? Oui. Et puis, alors, vos tournées mondiales, je crois que le premier pays où vous avez rempli un stade, Salvatore Adamo, c'était le Chili. 45 000 personnes. Oui, et il y avait eu le stade olympique d'Athènes aussi. Mais au Chili, ça a été l'émeute. Vous avez dû finir à l'aéroport dans le car de police. Oui, c'est-à-dire à l'aéroport, je l'ai déjà raconté, mais c'est vrai que le public était arrivé jusqu'au pied de l'avion et ils avaient soulevé la voiture. C'est fou, ça. Dans laquelle j'étais. Donc, de bras en bras, la voiture est arrivée jusqu'à l'aéroport même, ouais. Et puis il y avait des haies de milliers de personnes. Je n'en revenais pas. Je comprenais pas que ça puisse être pour moi. Et comment vous l'expliquez? Je ne sais pas. C'est un enthousiasme sud-américain, mais particulièrement chilien. D'ailleurs, on est le 26. On est le 13 novembre. Ah oui. D'ailleurs, j'y étais il y a 15 jours. Et avec le même succès. Alors, il y a aussi écoutez, je touche du bois, voilà, je touche ma tête. En télévision, vous avez toujours été très sérieux, mais j'ai trouvé une séquence très insolite quand vous interprétez à vos débuts cette chanson. J'ai raté le coche, c'est ça qui est moche. Ma fiancée était jolie. Elle me dit ton Si je passe cette chanson, c'est que vous êtes passé chez Michel Arnaud, chez Jean-Christophe Averty dans cette séquence où vous êtes avec des mains squelettiques qui s'avancent vers vous, et jamais chez les Carpentiers. Oui, vous l'évoquez. Parce que c'est totalement anormal. C'est tout simplement parce qu'à un moment donné, simultanément, on m'avait demandé de participer soit à l'émission de Michel Arnaud, soit à l'émission des Carpentiers. Et comme Michel Arnaud, je suppose que vous le savez, oui, a été la toute première interprète d'une de mes chansons, oui, Amour perdu, oui, mais par reconnaissance, j'ai choisi Michel Arnaud parce que elle travaillait avec Averty, qui avait quand même une touche très particulière, surréaliste et tout. Et les Carpentiers avaient le sens de la chanson populaire et du spectacle populaire. Et je pense que eux n'ont plus fait tellement appel à moi en vedette, si je peux dire. J'ai participé à quelques shows, à quelques numéros 1, mais je n'ai jamais eu mon propre numéro 1. Mais je comprends, je n'en veux pas. Ça ne nous empêche pas de rester numéro 1 dans le monde et de continuer à chanter. Et on va évoquer la date du 14 novembre 2025 dans quelques instants sur Sud Radio avec Salvatore Adamo. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Salvatore Adamo entre deux tournées autour du monde. C'est un miracle de vous avoir au micro de Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous. Et rebonjour avec cette date du 14 novembre 2025 où sort cet album des Nèfles et des Groseilles dont le titre d'ouverture évoque justement votre jeunesse éternelle, votre belle jeunesse. Ne me quitte pas, oh ma belle jeunesse, ne me largue pas dans mes souvenirs. Je n'ai plus ton pas, je sais, le temps presse. J'ai encore des rêves à n'en plus finir. Ne me lâche pas, oh ma fière jeunesse, fais-moi un sourire et je danserai. Moi, je considère aujourd'hui que vous avez 20 ans et 4 fois plus tôt qu'une. C'est à peu près votre âge mental. Écoutez, je me suis trouvé une formule. C'est vrai que j'ai 4 fois 20 ans, mais j'essaie de n'en porter que 20 à la fois. C'est très beau aussi. Alors, cet album, c'est quand même surprenant parce que, bon, vous ne faites pas partie des artistes paresseux, vous tournez autour du monde, et il y a quand même 25 chansons dans ce nouvel album. Oui, en fait, j'étais parti pour un album normal, si j'ose dire, de 12 titres. Puis j'ai eu des petits pépins de santé. Et quand je ne suis pas en tournée, qu'est-ce que je fais? J'écris des chansons. Surtout la nuit, d'ailleurs. Oui, mais c'est vrai que les musiques viennent à moi et parfois même les idées des textes. C'est fou.
aux grandes dames de madame. Parce que j'ai mon petit enregistreur et elle entend des borborigmes. Et puis donc quand je réécoute, parfois ça valait la peine. Et puis je me dis, c'est pour ça que tu t'es réveillé. Oui, donc... Et Raymond DeVos faisait réveiller sa femme à 3h du matin quand il avait une idée, vous voyez. Moi, j'essaie d'éviter là. Donc, vous êtes parti pour 13 chansons et il y en a 25. Voilà, au fur et à mesure, voilà, j'appelais le responsable de la firme de disques. Tiens, on peut rajouter une, on peut en rajouter deux. Puis à un moment donné, on était à 18. Je dis, autant aller jusqu'au double album. Et je dois vous dire que c'est aussi un problème de choix. J'ai encore une petite centaine de chansons, parmi lesquelles j'aurais pu en rajouter d'autres aussi. Mais je me suis dit, après que j'ai retrouvé une bonne santé, tant que la voix est là, profitons-en, rajoutons-en et enregistrons le maximum, quoi. Mais comment vous faites pour justement, entre deux tournées, écrire autant de chansons et composer autant de chansons? Mais parce que après les concerts, dans la voiture au retour, j'ai toujours une idée en tête. Mais je suis obsédé maintenant. La formule n'est pas de moi, obsédé textuel, mais je le dis sincèrement, je ne les cherche plus, les chansons. Elles viennent. J'ai même, j'en rêve parfois. Je me suis souvenu de chansons que j'avais entendues en rêve. Et notamment, à la gare du Nord, vous savez, il y a des pianos, il y a 3 ou 4 pianos, où des musiciens de passage jouent, et il y a un trio qui jouait une chanson, et je le leur ai volé. Mais c'était dans un rêve. C'est fou, ça. Je vous jure, c'est comme ça. Donc cet album, il y a 25 chansons, et le titre, c'est celui d'une chanson, des Nèfles et des Groseilles. Où sont passés les nèfles et les groseilles qu'on maraudait au coucher du soleil dans les jardins des voisins qui fermaient les yeux? Souvenir d'enfance, Complètement. Là, je dis les voisins qui fermaient les yeux. Mais quand j'avais 7 ans, quand j'habitais dans la cité de Bargement, il y avait une qui ne fermait pas les yeux. D'ailleurs, j'ai une cicatrice au mollet droit, parce que on avait cueilli quelques groseilles dans ce jardin. Elle est arrivée avec un ceinturon et elle m'a donné un coup. J'étais en culotte courte sur le mollet droit. Voilà. Donc. Et j'ai toujours la cicatrice. Bon, moi, dans les chansons, j'essaie d'embellir, d'enjoliver les choses. Et les groseilles, je me suis un peu renseigné. Au départ, c'était une plante médicinale. Et puis, à partir du XVIe siècle, elle a trouvé sa place dans les jardins français et sur les tables des dîners de la cour royale. Avant, ça n'existait pas ni en France ni en Belgique. Bon, et vous savez qu'il y avait les deux espèces, hein, les petites rouges, les petits baies, oui. Et les autres vertes, plus grosses, poilues. Oui, qui moi me donnaient la chair de poule quand je les touchais, comme les pêches, encore aujourd'hui. Vous étiez un garçon sérieux, mais en même temps, vous faisiez de temps en temps des bêtises. Je crois que vous descendiez les terrils sur des pelles à tarte. Oui, pour suivre mes copains, hein, on s'amusait comme on pouvait, mais c'était euphorique, c'était grisant, ouais. Et en même temps, ces terrils, je sais qu'ils ont disparu aujourd'hui, mais qu'aujourd'hui, à la place, il y a des pommiers, parce que souvent, les ouvriers dans les terrils jetaient les clignons de pommes, et ça faisait des pommes qui restaient dans la terre et dans les terrils. Cerisier rose et pommier blanc. Ouais. Exactement. Je vois que votre culture musicale est forte. Ouais. Et je crois aussi que vous avez fait un jour une grosse bêtise. Vous aviez une cousine à la maison, vous avez jeté sa poupée dans de l'eau, dans un bain. Où est-ce que vous avez été chercher j'ai trouvé ça. C'est une de vos confidences dans un article.
C'est une de mes cousines qui vous l'a dit? Non, c'est vous qui avez dit un jour avoir fait ça. J'ai vu un article de journal là-dessus. Vous étiez très jeune. Hein, oui. Ah, je me reconnais pas là. Mais parce que mais je sais, mais c'était vous êtes excusé ensuite et la poupée a été. Vous l'avez fait exprès? Ah, vous l'aviez fait. Mais exprès. vous étiez là, alors. Non, j'étais pas là. Mais je suis encore bien informé. En fait, cette chanson, c'est un hymne à la nature aussi, parce que la nature, c'est important pour le poète que vous êtes. Mais un hymne aussi à ces petites habitudes qu'on avait après la messe. On faisait ce qu'on appelait à Jemappes le tour des amoureux. Autour de l'église, on passait par la grande place, et puis on croisait les mêmes filles à chaque tour, et on avait un sourire ou pas. Voilà. Et vous étiez plutôt timide avec les filles à l'époque? Très, très, très timide, oui. Il fallait venir me chercher. Sauf qu'une fois... Je ne sais pas si j'ai fait le premier pas avant 15 ans. Non, mais je sais que vous avez séduit Nicole, qui est devenue votre femme, en lui donnant des cours de guitare. Oui, sa maman, après avoir gagné le crochet radiophonique, donc, sa mère est venue me trouver. Elle dit, oui, ma fille a besoin de cours de guitare. Et je me suis dit, mais vous savez, moi, je joue juste assez. En vérité, j'avais moi-même besoin de cours. Mais comme Nicole était la copine d'une copine de l'époque, j'ai accepté. On connaît la suite. Dans cet album, il y a une autre chanson qui symbolise ce que nous devons être, vivre avant tout. Vivre comme si tout était important et en même temps comme si rien ne l'était vraiment. Vivre toute une vie en un seul instant, passionnément. Passionnément, c'est un hymne à la vie, finalement, c'est votre façon de vivre. Oui, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Cette chanson m'a été inspirée, d'ailleurs je lui ai attribué la co-écriture du texte, à un ancien Premier ministre belge et aussi président de la Commission européenne, Herman Van Rompuy, qui est devenu un ami grâce à un ami commun que nous avons. Et il m'avait envoyé ses mémoires. Et toute la première strophe est de lui. Vivre comme si tout était important et en même temps comme si rien ne l'était vraiment. C'est de lui. Moi, j'ai développé le thème. En même temps, c'est votre philosophie de vie. C'est ma philosophie, oui. Après tous les problèmes par lesquels je suis passé, tout est du bonus et j'essaye d'en profiter avec ceux que j'aime. Oui, parce que vous avez eu des moments difficiles, professionnels et privés sur votre santé, mais à chaque fois, vous avez traversé ces épreuves en disant « je vais m'en sortir et je vais gagner ». Vous n'avez pas fait attention au mal qui vous entourait. J'ai gardé, comment appeler ça, une candeur, une naïveté, mais lucide. Je suis confiant. Je me suis jamais affolé vraiment, alors que je savais que j'avais des choses, enfin des problèmes sérieux, mais j'avais une espèce de confiance naïve, et je touche du bois en le disant. Voilà, je suis encore là. Mais par rapport à la scène, par exemple, il est possible qu'un jour il faille que je m'arrête, mais le décider soi-même, vous imaginez? Non, c'est impossible. C'est impossible, donc je compte sur mon entourage, mes enfants, mon épouse, mes amis, pour me dire Salvatore. Voilà, mais j'espère en sentir les prémices quand même. Oui, mais regardez Charles Aznavour, il a travaillé jusqu'au bout. C'est-à-dire que ce sont des métiers où tant qu'on peut donner au public, et même quand on entre en scène, il y a une énergie qu'on n'imagine pas. Il y a un miracle, carrément. Je suis certain qu'à la plupart de mes collègues, il est arrivé d'être vraiment pas en forme et tout, et de se demander dans la loge comment je vais faire. Et puis le premier pas sur scène, il y a un miracle, il y a le public qui vous porte. Oui. Dans cet album, il y a aussi une autre chanson, vous remettez les pendules à l'heure si j'ose dire, avec les horloges. Si les aiguilles des horloges pour
pouvait tourner à l'envers pour qu'à leur loi on déroge. Si le temps se laissait faire, imaginez tous les voyages dans le passé. Voyage dans le passé, justement, c'est cette chanson où vous évoquez le temps où votre mère vous berçait le soir à la maison. Oui, j'évoque les bons moments. Et je dis aussi, pendant que mon père aurait tout fait pour me protéger. Je parle de mon frère et mes sœurs. Je parle de la première fois où je suis monté sur scène, où j'ai gagné le chocolat, que vous évoquez. Et c'est une chanson dans laquelle je remercie le public aussi. Merci d'être encore là, tout ça. Voilà, c'est une chanson par laquelle j'ai terminé un concert à Mons, là où tout avait commencé pour moi. Et c'est drôle parce que j'ai une certaine gêne à la chanter ailleurs. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est une chanson qui évoque ce passage à Mons. Oui, mais en même temps, c'est bien sûr. Il faut élargir le spectre. Et puis le merci beaucoup. Je me souviens de Thierry Leluron qui vous caricaturait en terminant toujours avec merci beaucoup. Bien sûr, et cette gratitude, elle est toujours au fond de moi, mais j'ai la crainte d'être un peu impudique. Mais non, mais je vais m'y faire, je vais la chanter partout. Avec les années, vous allez y arriver. Et je sais que vous avez un regret, c'est que vous auriez rêvé de chanter une chanson de Paul Simon, The Sound of Silence. Oui, j'ai eu le privilège immense de rencontrer Paul Simon quand il est venu en Belgique. C'était un jour d'anniversaire, de mon anniversaire. Et il m'a reçu dans sa loge. Et voilà, j'étais très surpris qu'ils me connaissent un peu, quand même. Et Simon et Garfunkel, après les Everly Brothers. Bon, vocalement, c'était un peu le même style, mais les textes de Simon et Garfunkel étaient beaucoup plus philosophiques et concernés, engagés. Mais il reste une de mes idoles, vraiment. Et ça aurait été un rêve de chanter, bien sûr, The Sound of Silence avec lui. Hello darkness, my old friend. Voilà. Mais je le chante pour mon plaisir, tout ça. Voilà. Et vous chantez aussi pour notre plaisir. Alors, deux bonnes nouvelles. Il y a cet album, effectivement, des Nèfles et des Groseilles qui sort, mais il y a également l'Olympia en mars 2026. Oui, le 22 mars 2026, oui. Pour moi, c'est cyclique, l'Olympia. Il faut que j'y repasse pour prendre une bouffée d'Olympia. Ça vous régénère parce que ça reste un immense privilège de passer sur cette scène. Quand on imagine où sont passés les Piaf, les Beko, plein d'artistes que j'adore. Ouais. En tout cas, on sera qui m'ont marqué. Et on sera à l'Olympia, parce que vos fans ne manqueront pas cet événement. Et puis, je recommande à celles et ceux qui nous écoutent ce très bel album, ce très bel double album, des Nèfles et des Groseilles, qui est, si j'ose dire, le fruit de votre travail. Merci. Merci Salvatore Reno. À bientôt, parce que entre deux tournées, revenez quand vous voulez. Voilà. Merci Jacques de ton accueil, mais de votre accueil, pardon. Mais vous gardez le tutoiement quand même. Alors, on reste comme ça. Les Clés d'une Vie, c'est terminé. Merci à vous, à l'autre bout du... Et merci Salvatore Adamo. Les Clés d'une Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Ciao. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.